Il était pas loin de minuit lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois. Le docteur Jekyll fut très surpris lorsqu'en rentrant chez lui dans le vieux Genève en 1993, de découvrir un inconnu qui l'attendait dans son salon. « Alors, docteur, il était temps qu'on se rencontre, n'est-ce pas? Voilà des mois que vous me cherchez. » Un silence suspendu, sans mots, sans son, s'installa. Il ne dura que quelques secondes, mais parut durer des heures au bon docteur Jekyll, qui comprit alors qui se tenait devant lui. « Mr. Hyde ?»« Eh oui, en chair et en os. »« Mais pourquoi suis-je là, devant vous, après toutes ces années d'enquête? Je suis là pour vous libérer. »« Me libérer? De quoi? Il n'est pas question de libération ici, mais d'enfermement. Vous enfermez vous. Vous avez volé mon argent, tué ma femme, mes 2 enfants, mes parents et même mon chien. Cela fait des mois que je vous cherche, alors pourquoi maintenant? Pourquoi vous présenter face à moi? Pourquoi les avoir tués? Et maintenant, c'est à mon tour d'être tué? Pourquoi pas? J'ai de quoi faire passer cela pour un suicide, un incendie peut-être. Ce serait si facile. Je ne comprends pas, que vous ai-je fait? Vous ai-je mal soigné un jour? Qu'est-ce qui justifie un tel acharnement? C'est toi-même qui as la réponse à cette question. Regarde devant toi. Je suis venu ici pour te libérer. Tu comprendras, mais pour cela, il faut que tu ouvres les yeux. Regarde-moi, regarde-toi. Ce fut à ce moment-là que la bougie qui était sur la cheminée à la droite de Mr. Hyde se consuma. Mr. Hyde disparut et le docteur Jekyll ne vit plus que son propre reflet dans le grand miroir installé au-dessus de la cheminée. Comme un épais brouillard qui se levait après l'aube, la vérité le submergea. Il était Mr. Hyde, il avait tué sa famille, il était un monstre. Il tomba à genoux, les mains sur son visage. Quelques heures plus tard, les pompiers arrivèrent et commencèrent à éteindre le feu qui commençait à se propager dans sa maison. Bonjour, bonsoir. Vous écoutez Medicine City, le podcast de True Crime médical francophone. Nous explorons ensemble les recoins les plus sombres de la cité médicale humaine. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Nous sommes mariés dans la vraie vie pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes de grands amateurs de podcasts. Nous avons décidé ensemble de nous lancer dans cette aventure. Je suis préleveuse de sang professionnelle, fan de transfusion et enquêtrice amateur. Et moi, je suis médecin professionnel. Et comme Bloody Nurse, également criminologue amateur. Alors, si vous souhaitez nous entendre vous raconter les crimes, les scandales ou encore les affaires les plus sordides de la médecine, vous êtes ici chez vous. Je vais de suite faire une mise en garde pour vous, chers auditeurs. Compte tenu des sujets abordés, nous ne recommandons pas l'écoute de ce podcast à un public non averti. Nous essayerons de vous prévenir des moments les plus difficiles, même si l'idée n'est pas de faire dans le sensationnalisme. Ou le partage de recettes funestes. Non, ça c'est sûr, c'est pas un bloc de cuisine ici. Mais sur ce Bloody Nurse, ne serait-il pas temps d'enfiler nos blouses, nos stétos, et nous plonger dans l'univers aussi fascinant que sombre de la santé humaine et de ceux qui la pratiquent? Allez, Falsiparum, allons-y. Mais juste avant, pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, nous laisser des likes et des commentaires. Oui, ou encore de nous rejoindre sur notre Patreon, où vous trouverez du contenu bonus additionnel au fur et à mesure des épisodes et des saisons. Mais sur ce, je crois qu'il est eu temps de passer les portes de la ville. C'est parti. Et bien le bonjour à tous. Ça va, Falsiparum, ce soir? Eh ben écoute, ça va. Je viens de finir une session de téléconsultation qui n'était pas hyper chargée, mais ça va. Ok, bon. J'espère que l'introduction t'a plu. Oui, j'étais surpris par parce que je connais du coup le titre et j'étais surpris par cette introduction qui va nous emmener dans cette histoire. Ouais, c'est une personne qui a un double visage, donc du coup je trouvais que Jekyll et Mr. Hyde étaient les bienvenus dans cette affaire. Une histoire très très connue et qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pense que c'est un des grands classiques de la criminologie en lien et en relation avec le domaine de la santé tel qu'on peut l'explorer dans Medicine City. Et donc plaisant de la retrouver en un épisode ce soir. Oui. Alors moi je dirais que c'est plutôt un sujet connu et inconnu, parce qu'en fait c'est connu par beaucoup de Français, hein, évidemment. Mais je pense qu'il y a plein de jeunes d'aujourd'hui, des générations d'aujourd'hui qui connaissent pas. Après ils sont peut-être intéressés à la chose vu qu'il y a eu des rebondissements, enfin pas des rebondissements, mais une évolution on va dire sur
l'affaire récemment, mais je suis pas sûre que ça soit hyper connu des nouvelles générations. Oui, puis même pour ceux qui ont suivi ça à l'époque, moi-même j'avais 6 ans à l'époque. Par donc, exemple, il y a quelques années, j'ai clairement pas suivi de façon très très précise les choses, et je pense qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette. C'est une histoire que j'ai pas investiguée personnellement depuis un petit moment. Je l'avais croisée il y a quelques années encore, et je pense que je suis loin d'être un expert de cette histoire. Ok. Donc c'est avec plaisir que tu vas me la raconter. Bon, on est parti ? On est parti. Alors, on va commencer un petit peu par, comme d'habitude, de toute façon, on passe par la vie de Jean-Pierre pour en arriver un petit peu aux faits principaux. Donc, Jean-Claude, excusez-moi. Donc, Jean-Claude Roman, né le 11 février 1954 à Lons-le-Saunier, chef-lieu du département du Jura dans la région Bourgogne-Franche-Comté. Elle se situe presque à 4 heures de route de la Suisse. On est donc dans l'est de la France. Milieu, est de la France. Jean-Claude Roman, c'est le fils unique d'Aimé Roman, un régisseur forestier et un fermier jurassien. Et d'Anne-Marie Roman, à la santé fragile, elle était cardiaque apparemment, et elle était mère au foyer. Il a eu une enfance tout à fait normale, il était très aimé par ses parents et sa famille, notamment ses oncles, ses tantes, etc. À l'école, c'est un enfant qu'on disait très intelligent, qui était la plupart du temps dans les premiers. Il a même eu son bac en 1971 avec 1 an d'avance. Il n'avait pas de problème particulier de comportement. C'était à l'époque où on donnait pas le bac encore à tout le monde. Oh, ça, c'est... On demandera l'avis à Papi Blood. Voilà, donc il n'avait pas de comportement particulier, il n'allait pas tuer, ou alors on n'est pas au courant, il n'allait pas tuer de petits animaux comme on peut s'imaginer de plein de psychopathes. Il n'a pas le profil psychopathique classique. On note juste qu'il était fuyant devant les responsabilités à l'école et à la maison aussi. Donc tout tourne autour de ce fils unique, tout l'argent est mis pour lui, pour sa réussite. Par exemple, ils ont acheté un appartement à Lyon, rien que pour lui, quand il a commencé ses études supérieures. Il était toujours très encensé par ses parents pour toutes ses réussites, et il les a jamais déçus à ce niveau-là, jusqu'à son entrée dans les études supérieures. Le profil type de l'enfant unique. Ouais. Et ouais. Non, tous les enfants uniques sont pas comme ça. Ouais, le côté très gâté, le côté très accompagné par ses parents. Oui, non, mais ils sont pas tous comme ça. Alors, on entre dans la vie d'adulte, les débuts des études. Jean-Claude Roman, à la suite de son bac, réussit le concours d'entrée et entame l'année préparatoire bio-maths-sup au concours des eaux et forêts dans le lycée du Parc à Lyon. Apparemment, c'est un lycée très sélect, très difficile d'entrer, donc voilà. En tout cas, il s'oriente vers une classe prépa à vocation scientifique supérieure. Ouais. À partir de là, de premier de la classe, il se retrouve dans la moyenne. Il abandonne... très rapidement, il abandonne cette première année d'études supérieures. Alors, moi, j'ai vu des infos qui disaient que c'était suite à un bizutage qui l'avait complètement choqué. En fait, il y avait et cette moyenne, il supportait pas d'être dans les moyens. Et il a subi un bizutage pendant sa première année qu'il n'a pas supporté. Il rentrera dans la foulée, assez rapidement dans l'année scolaire chez ses parents et suivra des cours par correspondance. Alors, je ne sais pas ce qu'il a suivi, j'ai pas du tout trouvé de données sur ce qu'il suivait comme cours. D'accord. Ce qui est sûr, c'est que personne ne parle de cet échec à la maison. On parle pas des problèmes, en fait. Tu sais, c'est le genre de personnes qui arrondissent les choses pour les rendre jolies, pour que ça passe mieux. Je vois. L'année d'après, en 72-73, l'année scolaire, il s'inscrit en première année de médecine. Il l'a réussi et passe en deuxième année. Comme quoi, c'est plus facile que la prépa. Apparemment. À la fin de cette deuxième année, il n'est pas dit que les bizutages soient, surtout à l'époque, que les bizutages étaient plus légers par contre. Ouais, non, ça je pense pas, non. À la fin de cette deuxième année, en 75 à 21 ans, Jean-Claude ne se présente pas à son dernier examen. Il ne se serait pas levé à temps, et plutôt que de se présenter en retard, il est resté chez lui à attendre. Le rattrapage de septembre, apparemment il y avait des rattrapages à l'époque, il y en a plus maintenant, des rattrapages. Moi, à l'époque où j'étais en fac, on avait des rattrapages en septembre. J'ai jamais passé aucun rattrapage, j'ai eu cette chance, mais
il y avait, en tout cas, pas en première année, mais à partir du moment où tu étais rentré dans le cursus, tu avais passé le concours de première année. Chaque année, tu avais des rattrapages en septembre, sauf en sixième année à l'internat, on n'avait pas de rattrapage, mais... D'accord, ok. Donc du coup, en septembre, pour les rattrapages, apparemment, il s'est cassé un os de la main, donc il n'y est pas allé. Et en fait, c'est dès ce moment-là que sa famille n'est pas au courant il a pas passé la fin de ses examens. Donc, premier mensonge. Pourquoi il a pas voulu le dire, ça, on n'en sait rien. Enfin, on se doute. Probablement peut-être par orgueil, pour pas décevoir toute cette famille qui était derrière lui, parce que c'était lui le meilleur, etc. 12 fois d'affilée, il va se réinscrire à cette fameuse deuxième année de médecine, de 75 à 86. Malgré tout, à chaque fois, il va pas passer les examens. À chaque fois, il se présente devant la salle d'examen, mais il y va pas. Il se réinscrit à chaque fois, sauf que à chaque année, il fait pas 12 fois les cours à chaque fois de la deuxième année. Oui, il est censé être en troisième année, il va au cours de troisième année, il va au cours de quatrième année, de cinquième année, etc., etc. D'accord. Il suit les cours de médecine normaux. C'était pas aussi fliqué à l'époque, tu pouvais rentrer et aller suivre les cours plus facilement, j'imagine, à cette époque, quoi. Ouais, ça m'étonne pas parce que moi, finalement, au début des années 2000 encore, on entrait, mais vraiment comme dans un moulin, et si tu voulais aller dans un amphi, en fait... en dehors du fait que tes camarades de classe te reconnaissaient pas, il y avait personne. Après, c'est venu plus tard, où il y avait un contrôle des présences et des cartes, mais moi j'ai connu ça. J'ai connu la fac complètement libre et c'était début des années 2000. Donc pour le coup, tu vois, 15 ans plus tôt, pour le coup, c'est pas... Oui, c'est pas choquant. Enfin, en tout cas, ça faisait partie des mœurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, il dit qu'il a son année scolaire. Entre-temps, sur les bancs de la fac, il revoit une cousine éloignée, Florence Crowley, dont il est amoureux depuis tout petit. Alors, c'est une cousine par alliance, si j'ai bien compris. Une cousine éloignée par alliance. C'est pas du cousin germain, quoi. C'est peut-être deuxième, troisième degré, je sais pas. En train de dire que c'est moins grave quand ils tomberont amoureux et font des bébés. Oui, disons qu'au niveau de la génétique, c'est moins compliqué, on va dire. Je vois. Cette dernière est étudiante en pharmacie, puis passe sa thèse de pharmacienne et est remplaçante en officine de ville par la suite. Elle l'aide à réviser. Au moins une qui réussit ses études, quoi. Oui, c'est ça. Elle l'aide à réviser ses examens, donnant du crédit à ses études réussies. Ils se marient en 1980 et ont 2 enfants. Caroline en 1985 et Antoine en 1987. Ils iront s'installer alors excusez-moi pour la prononciation, Prevessin-Moins, dans l'Ain, à seulement 2 minutes de la frontière suisse et 8 km de Genève. Cette proximité va avoir toute son importance. Aujourd'hui, les 8 km avant la frontière suisse, tu les fais en 2 heures avec les bouchons. Non, ils sont à 2 minutes de la frontière, 8 km de Genève. Oui, mais maintenant, avec les bouchons des frontaliers, je pense que tu les fais plus en 2 minutes. Ouais. Donc cette proximité avec la frontière suisse va avoir toute son importance dans la suite avec son activité professionnelle et ses mensonges. Sa vie avec son épouse est dite parfaite, il est vu comme un bon époux, il est très souvent absent, mais c'est un bon père de famille quand même qui s'occupe de ses enfants quand il est présent. Ils ont vraiment l'image du couple parfait en fait, ils s'entendent bien. Enfin voilà, il y a eu, je vous dirai après parce que sinon je vous fais. Si on n'était pas dans un épisode de podcast de True Crime, ça pourrait être une belle histoire, quoi. Ouais, ça serait une belle histoire. Il a plein d'amis aussi qui le croient très brillant pour ses réussites et son savoir. Et ses amis, il les choisit bien puisqu'à chaque fois il les choisit dans l'année soit inférieure en fac de médecine, soit supérieure, jamais dans la même promo. Bah oui. Donc pas se faire attraper par les camarades de classe. Et donc il est dit comme quelqu'un de très intelligent, d'empathique et c'est un ami fidèle, tu vois. C'est vraiment une personne qui était très bien vue, quoi. Quand il s'installe à Prevessin, excusez-moi, il se fait aussi des amis de son niveau, de son statut social, avec d'autres médecins, d'autres personnes de la frontière suisse. Donc on a des fonctionnaires internationaux, enfin voilà, il y a pas mal de notables, on va dire, du coin. Vers la fin des années 70, après je crois que alors il me semble que j'ai vu 76, mais comme j'ai vu qu'une seule fois la date, je l'avais pas noté, bon, je vous le dis quand même.
il va avoir un cancer. Oh. Ouais. Alors, il a un cancer, pourquoi ? Parce que Florence veut le quitter. Donc, il s'invente ce cancer. Ah oui, c'est pas un vrai cancer, Non. c'est un cancer... Voilà. Alors, il dit pas qu'il a un cancer. Il est très intelligent dans cette histoire parce qu'en fait, il va dire qu'il a des ganglions. Ouais. Voilà. Plein de cancers Mais qui il peuvent le donner dit des ganglions. il le dit sûrement d'une telle manière que ça paraît grave, en fait, si tu veux. Et en fait, il sous-entend quelque chose de grave et ce ganglion va se transformer au fur et à mesure en lymphome. Ah. Donc, il va avoir un lymphome. Ce qui a pu susciter beaucoup d'empathie de la part de son entourage, voilà, en attendant les résultats, tu vois, tout un tas de choses comme ça. Toute sa vie, il va utiliser ce lymphome à des moments clés pour justifier ses absences récurrentes. Par exemple, il se faisait soi-disant soigner à Paris pour un des plus grands professeurs de médecine, ou alors des demandes liées à de l'argent, dont on parlera plus tard. On ne demande pas de compte à une personne qui a un lymphome qui va mourir, car les problèmes d'argent, c'est bien moins grave qu'un lymphome, quoi. Quand on est malade, on va pas venir embêter. T'en parles un peu du lymphome ou oui, pas ? Je vais en parler. Okay. Juste après. En fait, c'est un choix particulier le lymphome parce que c'est un des cancers qui peut se guérir même déjà à l'époque. Je vais donc, l'avantage de ce cancer, c'est que c'est un cancer qui ne nécessite pas de gros arrêts. On vit, entre guillemets, bien avec pas de grosses chimiothérapies lourdes ou d'interventions chirurgicales nécessitant de pouvoir s'arrêter. Il y en a, bien sûr, mais il faut un certain type de lymphome. Donc du coup, je suis allée un petit peu revoir mes cours. Et puis comme on est dans un podcast musical, je vais vous en parler un petit peu. Donc du coup, le lymphome, qu'est-ce que c'est ? C'est un cancer qui affecte le système lymphatique, qui est l'élément essentiel de notre système immunitaire. Ce cancer du système lymphatique se développe aux dépens des lymphocytes. Qu'est-ce que c'est les lymphocytes ? Ce sont des globules blancs qui jouent plusieurs rôles dans le système immunitaire, notamment la protection contre les bactéries, les virus et les champignons et les parasites. N'hésite pas à me couper si... J'ai fait du en gros. Hein. Pour l'instant, j'arrive à comprendre ce que tu racontes. Pour une infirmière, c'est pas mal. Il existe 2 types de lymphomes. Les lymphomes hodgkiniens, caractérisés par la présence de grosses cellules atypiques. Enfin, c'est 2 grandes catégories de lymphomes. Il y a plein de types de lymphomes. Les 2 grandes catégories. Pardon. Donc, les hodgkiniens caractérisés par la présence de grosses cellules atypiques, ces cellules s'appellent les cellules de Reed-Sternberg. Moi, je dis Reed-Sternberg. Voilà. Je crois qu'il y a encore plusieurs sous-types de ce type de hodgkinien, de lymphome, voilà. Des noms de Reed et de Sternberg qui ont découvert ces cellules-là. D'ailleurs, ils se battaient au départ pour savoir si c'était plutôt une maladie inflammatoire, plutôt infectieuse, etc. Ah, d'accord. C'est une histoire vraiment passionnante, l'histoire du lymphome, du diagnostic et des traitements. C'est quelque chose vraiment d'intéressant. Ouais, mais là, j'allais pas développer ça complètement, quoi. Non, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ça fait partie des pathologies qu'il est intéressant d'avoir étudiées, notamment côté... La cancérologie est hyper passionnante, je trouve, et l'hématologie encore plus, quoi, tu vois. Ouais. Et la deuxième sous-type des grandes familles, c'est le lymphome non hodgkinien qui se distingue selon son degré de malignité. Donc ça veut dire si c'est grave ou pas, quoi. Et dedans, on a les lymphomes non hodgkiniens indolents, donc où il y a une faible malignité, les lymphomes non hodgkiniens agressifs à malignité élevée et d'autres lymphomes. Pour certains patients, un traitement n'est pas nécessaire. Ceux qui présentent un lymphome indolent et une absence de symptômes seront uniquement surveillés par prise de sang. La plupart du temps, on surveille ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon médical, la NFS, c'est numération formule sanguine. Donc en gros, c'est la première sur votre prise de sang, pour ceux qui connaissent pas. Quand vous faites une prise de sang au laboratoire, c'est la composition globule la première, du sang. C'est la composition du sang, mais c'est la première truc que tu vois qui sort sur le bilan sanguin. C'est là où c'est marqué partout. Hémoglobine, hématocrite, exactement, lymphocyte, globule blanc, enfin leucocyte, polynucléaire neutrophile, etc. Plaquettes. Donc du coup pour les indolents et absence de symptômes, juste surveillance par prise de sang et prise en charge en consultation, bien sûr. Inversement, les patients atteints par un lymphome agressif avec l'existence de symptômes nécessitent en général un traitement initié lors d'une hospitalisation dans le service d'hématologie au sein d'une unité spécialisée dans la prise en charge des maladies du sang.
J'ai fait en gros. Je sais que tu pourrais plus détailler que, voilà, j'ai vraiment fait au plus simple. Oui, j'ai pas dit d'erreur. Oh, non, après, c'est très simplifié par rapport à la complexité de la pathologie, des pathologies lymphomateuses. Mais globalement, je pense qu'on y est, ouais. Après, c'est dommage qu'on n'ait pas Falsi Caro. Ouais, pour le coup, c'est sa spécialité. Qui est notre ami hématologue, qui pourrait beaucoup mieux nous en parler. Mais comme Colline, je fais mon possible sur ce sujet. Colline de... Côté sombre. Côté sombre. Allez l'écouter. Donc en fait, tout ça pour vous dire que Jean-Claude Roman jouera toute sa vie sur ce lymphome en façon passif-agressif. Il sera stable, puis il y aura des rechutes selon ses besoins du moment en fait. Tout le monde dira par rapport à ça qu'il est d'un courage extrême car il assume seul ses traitements. Il refuse que ses proches à chaque fois l'accompagnent pour éviter des souffrances inutiles. Il dit non, je gère tout seul, je veux pas que tu souffres quand tu me vois avec les traitements, etc. Donc je gère ça tout seul. Donc sa femme, même si ça lui apportait des souffrances à sa femme de pas l'accompagner, elle respectait son choix. Puis en plus il se plaignait jamais, il n'en parlait pas à tout le monde, à tout va. Ah oui, j'ai un cancer, nanani nanana, c'était pas son genre. Donc voilà, il est resté très discret malgré tout par rapport à ça. Et puis en plus de ça, il se préoccupait des maladies des autres. Demander comment tu vas toi avec ton cancer, et sans se préoccuper de son propre cancer, tu vois. Bon, il en avait pas, donc c'est pour ça. On va arriver un peu sur sa vie professionnelle. Donc vous avez tous bien compris que Jean-Claude Roman n'a aucun diplôme, du coup. Ouais. Il a du savoir, il en a. Il a de la théorie, mais il n'a pas de diplôme. Donc avec ça, on fait pas grand-chose. Lui, c'est pas un médecin professionnel, c'est un médecin amateur. C'est le médecin amateur qui t'enlève le morceau de jambon le dimanche après-midi, oui. C'est ça. Il ne passe pas ses examens, donc il n'est pas vraiment docteur ou quoi que ce soit d'autre. Il va donc... qu'est-ce qu'il va faire à la fin? Parce qu'à un moment donné, les études, ça se finit. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, c'est ici que la proximité de la Suisse va prendre toute son importance. Il va commencer par dire qu'il est médecin à l'hôpital cantonal de Genève. On est en dehors, même si c'est juste à côté, je veux dire, il y a une frontière. On est quand même à l'étranger, donc les gens, ils vont pas forcément aller vérifier. Donc, pour l'instant, ça passe bien, l'hôpital cantonal de Genève. Très rapidement, il va aller travailler à l'OMS. Pour ceux qui ne savent pas, j'imagine quand même que tout le monde connaît, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Il va être médecin spécialisé en cardiologie là-bas. Un poste élevé avec des études novatrices. Il va notamment soi-disant travailler sur les cellules souches. Tout ça, c'est des allégations, en fait. Non, c'est ce qu'il disait qu'il faisait. Oui, c'est des allégations. Oui. Il a jamais travaillé à l'OMS, en fait. Ah mais non. D'accord. Tout ce que je vous dis là, par rapport à sa vie professionnelle et le cancer, ses études, je vous dis, il commence un travail à l'OMS, mais en fait, sachez que il n'y travaille pas. Non, parce qu'il aurait C'est lui ce qu'il disait, c'est que des mensonges. Il aurait pu, comme il s'est inventé une vie, il aurait pu s'inventer des diplômes. On le verra dans d'autres épisodes oui, tout à fait. de Medicine City. Il y a un certain nombre de faussaires qui ont inventé des diplômes et qui ont fait valoir ces diplômes, se sont fait recruter sur ces diplômes et pour le coup ont réussi à se faire embaucher. Oui. Mais là, en l'occurrence, il a même pas été jusqu'au bout, quoi. Non. C'est juste une affiche. C'est une affiche. Okay. Il dit qu'il travaille à l'hôpital cantonal de Genève, puis vers 86-87, il a un travail à l'OMS comme médecin spécialisé en cardiologie, avec des super études où il doit faire beaucoup de colloques, beaucoup de choses. Il est très occupé avec son poste de l'OMS. Ça sent le gars qui part le matin dans sa voiture et qui reste sur un parking. Tu vas voir. Donc en fait, il appuie toujours ses absences et surtout un emploi du temps de type, comme il a un poste élevé, il a un emploi du type en France, pour nous les Français, cadre, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'horaire en fait. C'est pas un 8h 18h. Enfin, je veux dire, pour ses études, il peut rester toute la nuit à l'OMS pour faire ses études ou aller en Italie pour un congrès. C'est pratique quand t'as des maîtresses, ça. Je sais pas, oui. Je suppose. Peut-être. J'ai un statut cadre, moi aussi. Foiré. Donc il pouvait être souvent très absent pendant plusieurs jours et être à des horaires inhabituels à la maison tout était justifié par son statut à l'OMS. Il était donc considéré comme fonctionnaire international. Il n'avait aucun problème de ce côté-là.
Même, il emmènera, pour se justifier, il emmènera son épouse et ses 3 enfants en bas du bâtiment, en dehors, bien sûr, en bas du bâtiment de l'OMS, en montrant la fenêtre de son soi-disant bureau au 3e étage. Oui, je vois. L'avantage de l'OMS, c'est qu'ici, c'est un énorme bâtiment. Enfin, c'est vraiment gigantesque. Il y a plus de 1700 personnes qui travaillent dans cet endroit. Personne s'y connaît vraiment, lui laissant une belle liberté d'y travailler sans rencontrer quelqu'un, même si c'est un voisin ou un ami qui y travaille, quoi. Parce que t'es tellement occupé que tu t'as pas forcément, tu peux pas aller voir ton collègue qui est au 7e étage à 500 mètres de là, quoi. Tout à fait. Et puis, autre avantage de ce travail en Suisse, c'est un fonctionnaire international. Donc s'il a des problèmes de paiement de paye, il est facile pour lui de se justifier parce qu'il y a eu une coupure de ressources pour X ou Y raison pour les études et que du coup, il sera payé l'année d'après. Enfin voilà, comme c'est l'étranger, c'est pas pareil qu'en France où on a des... Ouais. Bah écoute, lui c'est ce qu'il disait. Après. Oui, mais bon après... Et puis, en plus de ça, le petit dernier avantage qui est quand même, je trouve un gros avantage de fait de travailler en Suisse, c'est que ça justifie l'absence d'impôts. Parce que les impôts ici sont prélevés directement à leur source. Pour les étrangers, chez nous en France, à cette époque, les impôts n'étaient pas prélevés à la source, mais suite à la déclaration des revenus une fois par an. C'est en août, non ? Je sais plus quand est-ce qu'on faisait. Bah, c'est en ce moment qu'on déclare le revenu, et c'est en août que tu as la que tu as la feuille. Et après, t'avais soit la mensualisation, soit les tiers. Une horreur. D'ailleurs, je vous conseille, pour les amis canadiens, belges, suisses, etc., d'aller écouter une chanson des Inconnus. Ah oui. Comment elle s'appelle ? Je ne sais plus. C'est les Rapetou, non ? Oui, les frères Rapetou. Voilà, les frères Rapetou. Qui est une chanson justement sur ce sujet-là qui est très drôle. Donc du coup, le prélèvement à la source en France est effectif depuis le 1er janvier 2019. Donc à cette époque-là, lui pouvait justifier cette absence d'impôt à payer par le fait qu'il travaille en Suisse. En vrai, sur sa fiche de déclaration d'impôt, donc ça a été retrouvé, donc on le sait, il déclarait le revenu de son épouse, forcément, parce qu'elle était pharmacienne en France. Et pour lui, il déclarait étudiant. Ce qui était réellement le cas, puisqu'il se réinscrivait tous les ans. Donc voilà, absence de problème avec le fisc, c'était parfait. Il s'en tirait très bien sur ce sujet. Alors, il n'était pas que médecin à l'hôpital cantonal ou à l'OMS, il avait plusieurs casquettes, ce gentil monsieur. Il était aussi maître de conférence à la fac de Dijon et de Besançon, justifiant ses repas hebdomadaires du jeudi midi avec ses parents. Et enfin, pour sa maîtresse... alors là, j'ai pas très bien compris s'il y a que sa maîtresse qui était au courant qu'il travaillait à cet endroit ou si toute sa famille le savait aussi. Bref, il était médecin à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, justifiant avec son lymphome sa présence régulière à Paris. D'accord, donc il avait réellement une maîtresse en fait. Oui, okay. Mais il l'a pas eu longtemps. C'est une maîtresse c'était une dentiste qu'il avait rencontrée qui est partie sur Paris, mais ils sont pas restés longtemps ensemble. Mais bon, elle est restée une amie après elle. Donc, tout ça pour dire que c'était un homme vu comme extrêmement brillant, très belle carrière professionnelle et privée. Cependant, vous avez ici tous bien compris que monsieur travaillait pas, alors que qu'est-ce qu'il faisait toutes ses journées ? Sa journée commençait toujours par amener ses enfants à l'école à 8h30, et à partir de là, soit il restait en France, soit il partait en Suisse, ou voilà. Et il restait, des fois ça lui arrivait d'aller dans le hall public de l'OMS, tu pouvais y rester, puis rester des heures. Voilà. Il restait dans sa voiture toute la journée sur des parkings. Il allait suivre des conférences, ça il le faisait, en rapport avec la médecine le plus souvent évidemment. Il allait dans des bibliothèques, il s'instruisait beaucoup. Il lisait beaucoup dans sa voiture, il lisait les revues scientifiques en fait. Il se renseignait sur ce qu'il devrait dire face à son public en fait. Mais c'est fou d'être à ce point brillant, à ce point capable de se concentrer, et en même temps de pas aller complètement au bout du... alors qu'il aurait très bien pu réussir sans problème, quoi. Sans doute, ouais. Sans doute. Bref, parfois, il roulait sans but, il restait... il faisait... il se baladait, quoi. Il aurait très bien pu être médecin, comme tu viens de le dire, sur la théorie, son savoir, lui, était quand même vraiment réel. Il savait vraiment ce qu'il
qu'il disait, c'était pas n'importe ce qu'il disait, quoi. On a même une preuve, puisqu'un jour, lors d'un repas chez un ami, qui le recevait avec d'autres amis, il y avait un vrai cardiologue dans les invités. Et quand Jean-Claude Roman et sa femme sont partis, cet ami cardiologue, il a dit quand même, face à des gens comme lui, on se sent tout petit. Donc, il disait pas que des conneries, quoi, tu vois. Sans doute. Ou alors le cardiologue avait pas suffisamment de bagages pour pouvoir juger. Non, mais après, oui, en dehors de sa spécialité, ça peut être facile de se faire. Tout à fait, mais bon, pour qu'un cardiologue reconnaisse que quelqu'un de lui est plus, tu vois. Bon. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais comment on mange avec une absence de travail? Comment on fait pour se nourrir? Parce que... Bah, c'est généralement comme ça que tu tombes. Alors oui, mais non. Parce qu'il est pas tombé tout de suite à cause de ça. Ah, ça veut dire qu'il a monté des arnaques. On va voir. Parce que bon, le salaire de sa femme n'est pas suffisant. Je rappelle quand même qu'il habite à côté de la Suisse. Il a des amis haut placés. Il passe pour... il fait vivre à sa famille une vie de luxe. Donc, à un moment donné, il faut quand même faut quand même payer ce qu'il y a à payer, quoi. Ne serait-ce que pour les traites. Sachant que la maison, c'était une location, c'était pas un achat. Donc, il faut payer au moins le loyer, quoi. Donc, qu'est-ce que fait Jean-Claude, qui est malin et intelligent, toujours grâce à son travail en Suisse, il disait connaître les bons endroits pour faire des placements financiers, en fait. Il disait connaître le milieu de la finance en Suisse et savoir où placer l'argent à des taux d'intérêt qui étaient hyper attractifs, super, hallucinants, quoi. Mais attention, quand il parlait de ça, il en parlait seulement. Il disait, je sais où placer, je vais mettre mon argent à cet endroit-là, voilà. Sauf qu'il disait pas à la personne, tu me prêtes 10 000 francs et puis je te les place. Il attendait que la personne vienne le voir en lui disant, j'ai repensé à ce que tu disais, ça pourrait être intéressant que je mette mon argent. Est-ce que tu voudrais bien m'aider à placer cet argent en Suisse, s'il te plaît? Et c'est là qu'il récupérait l'argent, qu'il ne plaçait pas du tout en Suisse, bien sûr. Et qu'il était censé aller faire fructifier et qu'en fait il récupérait de l'argent. Donc il escroquait les gens comme ça. Il a escroqué les gens les plus proches, c'est-à-dire sa propre famille, ses parents, ses beaux-parents, des oncles, il y a des amis, il y a certains amis aussi pour... voilà, et sa maîtresse aussi d'ailleurs. Donc, de 1987 à 1993, il a escroqué 2 995 000 francs. Français. Pas suisse. Non, français, oui. Oui, en plus, je l'avais précisé. Ce qui, aujourd'hui, équivaudrait à 450 000 euros. Alors, je ne sais pas si ça prend en compte l'inflation ou pas, cet équivalent. Mais ce qui reste quand même pas mal. Hein. Du coup, je pense que je pense que ça prend pas en compte l'inflation, là, parce que 3 millions de francs français, ça fait 450 000 euros au moment de la conversion, donc il faut rajouter l'inflation. Donc là, je pense qu'on en serait à beaucoup plus. Ouais. Donc, ce qui est quand même énorme, quoi. Et il fait des emprunts sur le principe de la cavalerie. Il rembourse les uns en empruntant aux autres, parce qu'il rembourse quand même de temps en temps, parce qu'il faut quand même avoir une certaine... montrer une certaine... des gages de crédibilité. Voilà, en fait. de crédibilité. Donc voilà, merci. Donc en fait, il est parti dans une course en avant en permanence quand les uns. Mais c'est pas vraiment une pyramide de Ponzi non plus parce qu'il augmente pas le nombre de cotisants à chaque fois. Non, il augmente pas forcément le nombre de cotisants. Après, il rembourse pas forcément tout le monde. Ouais. Il y en a qui sont jamais remboursés. Et puis en fait, comme je le disais plus tôt, en fait, on demande pas de l'argent à un cancéreux. Comme il a son lymphome. Il est censé avoir son lymphome. Donc les gens, ils se disent, c'est pas grave. Je demanderai plus tard quand il ira mieux. Aujourd'hui, il ferait une cagnotte larmoyante en ligne pour... en parlant de cancer d'ailleurs, une autre de ces escroqueries, il y a un des oncles de son épouse qui est atteint d'un cancer, alors je ne sais pas lequel, mais un cancer de stade avancé. Comme c'est un bon médecin, il s'intéresse aux autres malgré qu'il soit malade lui. Il s'est intéressé au cancer de son oncle et lui qui travaille à l'OMS, il a un traitement miracle anticancéreux fait à partir de cellules humaines
qui est en cours d'expérimentation à l'OMS. Et il le propose à son oncle, contre de l'argent, bien évidemment. Et une gélule vaut très cher, parce qu'elle vaut 15 000 francs, à l'époque, français du coup. Et il arrive à prendre 60 000 francs contre des gélules placebo. Donc ils vendent même des faux médicaments, quoi. L'oncle, il décédera quelque temps après. Mais comme c'était un traitement expérimental dont tu lui as fait bénéficier, c'est pas que c'est pas grave, mais les gens laissent passer parce que c'est expérimental. Il aura tout fait pour essayer de sauver l'oncle de son épouse, tu vois. Donc on lui a pas fait de reproche sur la non-efficacité du traitement, quoi. De plus, il a aussi la procuration sur les comptes de ses parents, ce qui lui assure des revenus réguliers. Il les dépouille complètement. Sa femme, elle s'est jamais trop posé de questions. Elle a pas. En fait, c'était une époque aussi. C'est pas elle qui gérait l'argent de la famille. Voilà, c'est ça. C'est pas temps, elle du tout. Lui, il gérait vraiment tout, remplissage des impôts. Un modèle patriarcal assez classique finalement. Ouais. Et je sais pas si vous doutez les autres pays que la France est très compliquée en termes de paperasse. Et donc du coup, c'était très compliqué de remplir les papiers des impôts, vraiment. Maintenant, c'est tout pré-rempli, il faut juste revérifier quand même, et puis rajouter des trucs s'il y a besoin, quoi. Mais voilà, donc du coup, c'était lui qui gérait tout ça. Il remplissait les impôts, il allait même remplir le réservoir d'essence de la voiture de son épouse. Ouais, il était contrôlant sur pas mal de choses. Il lui donnait de l'argent liquide, etc. Pourquoi se poser des questions là quand on a tout qui arrive cuit dans le bec, en fait? Oui, et puis quand ça semble pas poser de soucis sur le fonctionnement habituel. Tout à fait, oui. Ouais, ça leur convient, un couple comme ça leur convient. Donc, oui. Elle-même, elle le disait à sa famille, à sa mère, elle avait tout ce qu'elle avait toujours voulu, un homme avec un métier respectable, qui gagne très bien sa vie, il s'habite dans un pavillon confortable, il mène une vie de luxe, pas de luxe, mais presque. Ils s'interdisent rien, quoi, si tu veux. Les enfants, ils vont dans une école privée, je crois qu'ils font du golf ou je sais plus trop quoi, enfin, il faut des activités qui coûtent de l'argent quand même, quoi, tu vois. Il y a quelques voyages, voilà, quoi. Ses proches, avec son assurance et son honnêteté, ont confiance en lui donnent l'argent pour les placements et lui confient la vente de 2 maisons aussi. L'argent de ces ventes, il la fera fructifier, entre guillemets bien sûr, encore et toujours dans des soi-disant placements en Suisse. Ces gens n'ayant pas de problème d'argent et lui ayant toujours des rechutes de son lymphome au bon moment, les demandes de remboursement, en tout cas insistantes, ne sont jamais réelles. Et puis quand on n'a pas besoin d'argent dans l'immédiat, pourquoi le demander? Ça en devient de l'épargne. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai. Donc voilà, Jean-Claude, pour savoir, Jean-Claude n'aura jamais eu un seul compte en banque, n'a eu qu'un seul compte en banque en Suisse où il y aura eu seulement 500 francs qui transiteront dessus. 500 francs suisses du coup. Oui. Cependant, il a un petit souci en 1988, il y a son beau-père qui lui demandera de rembourser ses investissements en Suisse, au moins les intérêts demandés, je crois que c'était de l'ordre de 130 ou 150 000 francs. Un truc comme ça. Donc son beau-père lui demande ok, pas de souci. Voilà, c'est sa réponse. Hein. Quelques jours plus tard, le 28 octobre, son beau-père, Pierre Crollet, meurt après 9 jours de coma. Oh. Ça sent le décès opportun. Est-ce que le destin s'en est mêlé? Que s'est-il passé? 9 jours avant, il s'est trouvé seul dans la maison avec son gendre. Donc Jean-Claude Roman. Vers 17h30, Jean-Claude appelle sa belle-mère pour lui dire que son mari venait de faire un malaise et qu'il avait appelé les pompiers. Par la suite, il lui dit que son mari aurait fait une hémorragie cérébrale qui lui aurait provoqué sa chute des escaliers du grenier où il était. Son premier meurtre, on ne sait pas. Parce qu'en fait, il a été, bien des années après, il a été jugé pour ça, mais il n'a pas été reconnu coupable parce qu'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de réelles preuves. Donc en fait, il l'aurait peut-être poussé dans les escaliers, c'est ça? Disons que... C'est pas subtil comme mort pour quelqu'un qui a quand même un minimum de connaissances médicales. C'est pas le truc que je choisirais. Je dirais pas après, ce que je choisirais, c'est peut-être pas impossible non plus, hein. Oui. Après, le truc, c'est que c'est Jean-Claude Roman qui a été à l'hôpital. C'est lui qui a géré l'hôpital, en fait, si tu veux. C'est lui qui a suivi, qui allait à l'hôpital. Sa belle-mère, elle est restée, elle a dit, reste là, machin et tout. Oui, bah, c'est sûr.
Bah, comme Et puis tu sais comment c'est. J'ai un médecin en face de moi, je vais lui parler. C'est ça. Bah c'est oui. quand t'as un soignant dans la famille, a fortiori un médecin. C'est le soignant qu'on va voir, quoi. C'est celui vers lequel tu te retournes pour faire l'intermédiaire entre les médecins de l'hôpital et la famille pour ne serait-ce que pour comprendre le jargon, pour aller plus vite dans les décisions, pour être un peu plus efficace. On a connu ça. Oui, tout à fait, c'est vrai. Ce qui est sûr, c'est que personne n'a douté de lui, en tout cas, à cette période-là, en tout cas dans ses proches. Personne n'a émis l'hypothèse d'eux. Et ils étaient pas au courant, les autres, qui avaient cette demande de remboursement non plus. Je pense que ça se faisait comme ça entre les deux. Ça, je sais pas du tout, tu vois. J'ai pas vu. S'ils n'ont pas eu de doute, ça veut dire que je pense que. Bon, pas forcément. Après, je veux dire, un accident malencontreux, ça peut arriver, quoi. Hein. T'as pas forcément de doute. C'est vrai. Surtout s'il avait déjà fait des petits remboursements avant. Enfin, tu vois. Donc, suite à la mort de son beau-père, la belle famille lui confiera la vente de la maison familiale. Du coup, c'est la deuxième maison à ce moment-là. Donc, du coup, ça prouve vraiment qu'il y avait vraiment zéro doute, quoi. Donc toujours pareil, hein, il vend la maison, il garde l'argent, et puis il achète des choses, ou alors il rembourse d'autres avec l'argent récupéré. On va arriver quelques années plus tard, en 92. Un début de doute commence à se profiler de la part d'un ami qui ne le trouve pas sur la liste des fonctionnaires internationaux de l'OMS. C'est sa femme qui lui avait demandé de regarder. Elle l'avait pris à un aparté sur un repas. Elle lui avait dit, est-ce que tu pourrais regarder comme ça La femme de Roman ou la femme de la femme de Roman, ouais. Pardon. Ah oui. Elle lui avait demandé de regarder comme ça subtilement, mais sans... Il avait trouvé ça bizarre, mais bon, il l'avait fait parce qu'il aime bien Florence. Et en plus de ça, Florence ne comprenait pas pourquoi elle ne pouvait pas le joindre directement à son bureau. Il lui interdisait d'appeler au bureau. Il avait, tu sais, un bip-bip, là, pour pouvoir biper, j'ai besoin que tu me rappelles, machin. Mais il n'y avait pas de numéro de téléphone. Donc ça, à un moment donné, elle a dit, c'est quand même bizarre, quoi. Et le dernier élément qui lui a fait poser des doutes, c'est qu'elle va rencontrer une voisine qui travaille à l'OMS, ou en tout cas, son mari travaille à l'OMS. Et cette voisine est surprise de ne jamais voir les enfants à l'arbre de Noël. De l'OMS. Bah oui. C'est sûr. Voilà, donc là, ça commence à titiller, et même son épouse dira à sa mère à elle, du coup, la veuve, maman, je pense que papa n'est pas mort d'un accident d'escalier, quoi. Mais voilà, c'est tout. À la fin de cette année, de l'année 92, on a sa maîtresse qui lui demande un remboursement aussi de 900 000 francs qu'elle lui a passé pour faire des investissements. Là, on a les taux qui commencent à se resserrer. C'est là qu'il commence à préparer la suite. Il dira lors de son procès que les jours avant, le 9 janvier où vont se passer les prochains événements, il préparait le terrain pour son suicide, ainsi que la révélation de ses mensonges, et non pas pour ce que je vais vous raconter. Ah ouais, en fait, au départ, il avait prévu de simplement se suicider et de dire... Alors, c'est ce qu'il a dit, en tout cas. Attention, on va commencer sur c'est un trigger warning, je sais plus comment on appelle ça. Trigger warning. Oui, c'est ça. On va commencer à avoir des détails assez détaillés de ce qui va se passer. Traumavertissement. Traumavertissement, voilà. 9 janvier 93, en début de matinée, il est environ 8 heures du matin, lorsqu'il rentre, Jean-Claude Roman, dans sa chambre, il voit son épouse dormir, et là, il la frappe à 6 reprises avec un rouleau à pâtisserie. Oh. On y va cash, hein. Alors, j'ai pas tout compris non plus, parce que là, j'ai vu à un moment donné que Jean-Claude, il va dire lors de son interrogatoire qu'il discutait avec son épouse, une discussion dont le sujet n'est pas très clair pour lui, mais qui n'était pas une dispute. De là, elle va dans sa chambre, et il l'y rejoint. Il se souvient plus vraiment de ce qui s'est passé, mais il la voit morte dans leur chambre. Moi, j'ai imaginé qu'en fait, peut-être qu'il était genre 7 heures du mat, ils se sont levés, ils ont discuté, elle est retournée se coucher, peut-être. Voilà, j'avais 2 infos comme ça. Au final, son épouse, il la frappe à 6 reprises avec le rouleau à pâtisserie. Il la frappe mortellement, je suppose ? Oui. Ok. L'autopsie. 6 coups de rouleau à pâtisserie, 4 coups au niveau de l'os occipital. Donc l'arrière du crâne. Ouais, voilà, j'allais dire, à l'arrière du crâne. Pardon. Non, mais vas-y, je fais pareil avec toi. Donc l'arrière du crâne ou juste au-dessus du cou. C'est la petite bosse qu'on sent là derrière.
et 2 coups au niveau temporo-pariétal, plus ou moins frontal, donc vraiment sur le côté droit. Ouais. C'est la partie un peu plate sur le côté du crâne. Donc 2 coups au niveau temporo-pariétal, plus ou moins frontal, droit, concluant à un décès par fracture du crâne. Il l'a laissé comme ça dans une mare de sang. Il part immédiatement nettoyer consciencieusement le rouleau à pâtisserie. Il expliquera plus tard qu'il a fait cela par symbolique du nettoyage pour nettoyer l'horreur de son acte. Il s'auto-analyse, ce mec. Il est droitier, tu sais? Ah non, ça je sais pas du tout. Parce que quand un droitier tape un crâne côté droit, ça veut dire qu'il le tape par derrière. Alors que quand alors il frappe sa femme par derrière, du coup. Oui, mais voilà, il lui a défoncé l'occiput et il lui a défoncé le pariétal droite, donc il a tapé par derrière. Ouais. Donc s'il est droitier. Donc ça fait pas discute qui a mal tourné, il a... Bah, je pense qu'elle dormait vraiment en fait, qu'elle était sur le ventre, allongée sur le ventre et sping. Peut-être. Après, je pense parce que elle aurait pas, tu vois, elle aurait crié sinon. Si elle s'est rendormie, enfin après une dispute, tu vois, si elle va se recoucher, sauf si elle se rendort très profondément tout de suite, ça m'étonne qu'elle se soit... C'était pas une dispute justement. Enfin bref. La discussion d'avant n'était pas une dispute. C'est plutôt surprise pendant la nuit, enfin pendant le sommeil quoi. Bon. Voilà. Antoine et Caroline, donc les 2 enfants, ces enfants sont en bas en train de regarder la télévision. Ils regardent tranquillement. C'est un samedi matin, juste pour information. Ils regardent les dessins animés. Ils n'ont rien entendu de ce qui s'est passé en haut. Il les rejoint, Jean-Claude, et il se positionne entre ses 2 enfants, tel un bon père. Il regarde avec eux les dessins animés pendant environ une petite heure. Prétextant trouver sa fille Caroline fiévreuse, il lui demande de monter dans sa chambre pour se reposer, et papa va lui prendre la température. Il lui demande de s'allonger sur le ventre, de mettre l'oreiller sur sa tête, tel un jeu, et là-bas, dans le dos, froidement, avec une carabine 22 long rifle, équipée d'un silencieux qu'il a acheté quelques jours avant. Mais à la fois sang-froid et ce détachement, c'est assez fou, quoi. Ça, c'est le truc qui aura le plus marqué l'équipe policière, c'est son détachement. Et l'équipe psychiatrique aussi, d'ailleurs. Parce que là, il faut quand même... C'est impressionnant, hein. Elle avait quel âge, la petite, à l'époque? 7 ans, je crois. Elle est de 85. Et là, on est en 93. Ouais, d'accord. Ouais, 8. Ouais, c'est particulier. Ouais. Alors, juste pour l'arme, la carabine 22 long rifle, c'est un type de carabine. Il y en a plusieurs types de ce type d'arme. Il y en a plusieurs. Et si j'ai bien compris, on peut tirer plusieurs coups à la suite avec ce type d'arme. Et c'est souvent utilisé pour les compétitions ou le tir de loisir. Comment il s'est procuré l'arme, je ne sais pas. Il était peut-être chasseur ou il faisait du tir comme activité sportive, mais j'ai pas retrouvé d'informations à ce sujet. Et dans tous les cas, pour se la procurer aujourd'hui, il faut soit un permis de chasse, soit une licence à un club de tir. Petit nota bene intéressant pour les armes en France. Selon Wikipédia, en France, c'est à partir de 1939 qu'on a un contrôle de la détention des armes à feu et une prohibition. Avant cela, on pouvait avoir une arme comme on voulait, sans justificatif. Donc ça a été prohibé pour éviter une insurrection. Tu m'étonnes. Le régime de Vichy ira jusqu'à punir de mort la détention d'armes par les juifs indigènes d'Algérie. C'est vraiment hyper spécifique quand même. Puis par tous les citoyens dans la suite. L'âge assouplissement aura lieu post-guerre avec toujours interdiction de détenir une arme sauf si t'es chasseur. Et c'est à partir de 1995, donc après cette affaire, que ce droit est à nouveau sévèrement restreint, puis en 2010, une refonte de la législation est faite pour se mettre en accord avec l'Union européenne. D'après une étude menée par l'Institut des hautes études internationales et du développement de Genève en 2008, un Français sur 3 posséderait une arme. En 2008, je précise, pas aujourd'hui. La France arrive donc en 2008 à la 7e place des pays les mieux armés par citoyens. Maintenant, je pense qu'il y en a beaucoup plus, avec tout ce qui traîne dans les rues. Oui, puis même, il y a tout ce que les gens... les armes de papy, tu sais, pendant la guerre... non, mais là, c'est les armes, les Kalachnikov dans les banlieues... tu regardes à Grenoble ou à Rennes, ou à Marseille, il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des fusillades dans la rue, je pense que... Ouais.
On est loin du fusil de chasse. Oui. Après, je pense que son arme vient sûrement de chez ses parents. Mais bon, il a fallu quand même... parce qu'il est allé acheter des cartouches. Les cartouches, tu peux pas les acheter comme ça. Je pense qu'il faut justifier, non? Je sais pas. Bon. J'essaierai demain, si tu veux. Si je reviens avec un 22, tu... Oui, moi je cours. C'est ça. Pour l'instant, il est pas très subtil quand tu tues les gens. Il pousse dans l'escalier, il fracasse la tête avec un rouleau à pâtisserie. Il tue dans le dos sa fille. Donc on revient sur l'autopsie de sa fille. C'est un être brillant, mais par contre, quand il passe à l'acte, c'est un barbare, hein, quand même. Oui. L'autopsie de sa fille montrera 3 impacts de balles sous la scapula gauche, anciennement omoplate, dans un espace de 2 cm², c'est-à-dire un tir groupé. Les 3 balles ont traversé le poumon et l'une d'entre elles a transpercé l'artère pulmonaire gauche. La mort a été immédiate. Oui. Malheureusement, mais tant mieux pour elle. Oui, complètement. Il rejoint alors son fils, toujours devant la télévision, et lui demande aussi de monter pour prendre la température. Même scénario, il lui demande de s'allonger sur le ventre, la tête sous le coussin et là-bas dans le dos à son tour. Son autopsie montre qu'il reçoit 2 balles dans le dos, toujours engroupées, traversant un poumon, le cœur et la mort instantanée. Il reprend alors ses activités anodines que tout le monde ferait chez soi. Il range un peu la maison, il répond calmement à la dame du catéchisme qui l'appelle. Et selon elle, au téléphone, il était comme d'habitude. Ensuite, il sort acheter le journal, croise du monde, qui diront eux aussi qu'il était égal à lui-même, pas très bavard, hein, comme d'habitude, mais pas préoccupé non plus. Il rentre chez lui, téléphone à ses parents et leur dit qu'il va venir déjeuner à midi. Après 1h30 de route, il arrive dans sa maison d'enfance à Clairvaux-les-Lacs, dans le Jura. Donc c'est pas le même lieu où il est né, hein, mais c'est pas loin. Le couvert est déjà posé quand il arrive, il prend le repas de midi avec ses parents, tranquillement, puis appelle son père à l'étage pour lui parler et lui montrer une gaine qui avait une mauvaise odeur. Il lui tire dessus, presque quasi immédiatement avec la même carabine utilisée sur ses enfants, et le recouvre d'un édredon comme il l'a fait avec ses enfants. Ah oui, alors ça c'est un élément que j'avais pas dit, parce que je l'ai vu qu'après. Désolée. Oui, il recouvre les gens qu'il a tués par un édredon. À l'autopsie... C'est paradoxal, parce qu'il a quand même des attitudes hyper froides, hyper calculatrices, hyper déterminées. Et en même temps, ces trucs qu'on voit chez les tueurs qui ont la culpabilité. Ouais, qui ont une sorte de remords de culpabilité ou d'affection. D'affection pour la victime à les entre guillemets à leur faire une sépulture. Enfin. Oui, tout à fait. C'est vraiment particulier. Mr. Jekyll et Mr. Hyde. Il y a 2 personnalités en lui, c'est assez impressionnant. Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Qu'est-ce que j'ai dit? T'as dit Mr. et Mr. Oui, bon, pardon. Donc l'autopsie de son père, Aimé, il aura qu'une seule balle traversant le poumon, provoquant une hémorragie globale, entraînant la mort à quelques minutes. Et il sait où tirer en plus. Il demande à sa mère Anne-Marie de la rejoindre. Apparemment, un radiateur a un problème de thermostat. Elle se penche pour regarder et tire toujours dans le dos. Il la recouvre d'un édredon, elle aussi. Son autopsie, 3 balles, dont 2 qui lui ont traversé les poumons, entraînant des hémorragies et la mort assez rapide, mais pas immédiate. À chaque fois, il a tiré dans le dos, donc ça je vous l'ai dit. C'est, selon les enquêteurs à l'époque qui l'ont dit, c'est un signe typique qu'il n'a pas le courage de les regarder en face au moment où il est tué par culpabilité de tuer un proche, quoi. Il finira son carnage, parce que ça on n'a pas encore fini, par un labrador, le labrador de la famille, qui l'abat avec ses dernières balles, le fameux thériocide dont je vous ai parlé dans le teasing de cet épisode la dernière fois. Ah oui, oui. Qui est l'acte de tuer alors attendez, parce que j'ai écrit acte de tuer commis à l'encontre d'animaux non humains et nés en liberté. Alors, du coup, je sais pas si un chien c'est considéré comme un animal né en liberté. Bref, c'est... Je suis pas sûr qu'il y ait des labradors sauvages dans la nature. Si vous trouvez des élevages de labradors sauvages, à des troupeaux. Bref, c'était juste pour faire des mots un peu compliqués, faire ma belle sur l'épisode d'avant. Il expliquera qu'il a tué le labrador car il voulait que Caroline, donc sa fille, qu'il l'aimait énormément, soit avec lui au paradis. Lui aussi... fait, tout ça, c'est des actes d'amour. Oui, exact, ça doit être ça. Lui aussi, il le recouvrira d'un édredon. Début d'après-midi, toujours chez ses parents, il passe un coup de fil à son amie et ancienne maîtresse qui habite à Paris.
Celle-ci, 6 mois auparavant, lui demandait de lui rembourser les 900 000 € dont elle avait besoin. Elle lui avait fait en 3 fois, elle avait eu un gros héritage, je crois, et elle lui avait dit de faire des investissements. Lui, 6 mois auparavant, lui avait dit qu'il fallait 3 mois pour les récupérer, on ne peut pas retirer l'argent comme on veut, c'est par période calendaire fixe. Il laissera passer un peu de temps, puis je crois que vers septembre, il invoque la rechute de son cancer. Donc du coup, il a loupé le jour de la demande, puisque c'est un jour spécifique, et il peut pas, et donc il faut réattendre 3 mois avant de faire la demande. Donc voilà. Ce jour-là, le 9 janvier, il lui confirme un repas qui était prévu pour lui rembourser son argent, du coup, mais aussi pour rencontrer un de ses bons amis, Bernard Kouchner. Qui habitait normalement, soi-disant, dans les bois de Fontainebleau. Il a une belle maison dans les bois de Fontainebleau. Et qui était très intéressé par l'histoire de cette dame, puisque cette dame, elle avait des enfants, et dont un était handicapé. Donc du coup, en fait, il l'a appâté avec et l'argent, et avec le côté privé, personnel, en lui disant, viens, Bernard Kouchner, il est intéressé par ton histoire, quoi. Tu regardes ce qu'il faisait... En fait, je regarde en 93 où est-ce qu'il en était dans sa carrière politique. J'ai pas pensé à regarder. 93. Attends. Il a été ministre de la Santé. Ouais, il était déjà ministre de la Santé en 93. Ouais. D'accord, ok. C'était ministre de la Santé de François Mitterrand sous le gouvernement Bergovois. Ok. Donc il est 14h quand, après avoir nettoyé et rangé son arme, alors du coup c'est pour ça que tout à l'heure je disais, je pense qu'en fait l'arme il l'a pris chez ses parents, parce qu'apparemment il y avait un support à arme, j'ai vu quelques photos, il y avait le support à arme, il l'a nettoyé, il l'a bien rangé. Peut-être qu'il l'avait pris chez ses parents. Il part en direction de Paris à environ 400 km de là. Elle va passer un mauvais quart d'heure, elle. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah. Il la rejoint à 20h, en direction, en tout cas ça sera pas la fête foraine, hein. En direction des bois de Fontainebleau, il ne retrouve pas son chemin, il est perdu dans les bois. Il s'arrête pour chercher une carte dans le coffre, ainsi qu'un soi-disant collier qu'il voulait lui offrir. Pour les plus jeunes qui nous écoutent, avant Waze et Maps, on avait des cartes physiques sur des papiers imprimés dans un format livre. C'est ça, c'était la même chose mais sur du papier en fait que Waze. Sauf qu'il n'y a pas des petits bonhommes qui montent. Ouais. Du coup, il récupère tout ça, il revient dans la voiture, la gaze avec du lacrymogène, et lui passe le fameux collier, et tente de l'étrangler avec. C'est pas un collier, hein, du coup, il essaie de la tuer, quoi. Elle se débat et le supplie d'arrêter. Elle invoque ses enfants, il s'arrête. Il s'arrête vraiment, hein. Il y a plus rien, il retente pas, il s'arrête. Ouais, en fait, il est vraiment lâche quand il y a les gens qui le regardent en face, quoi. Ouais. C'est plus facile de le tuer dans l'eau. Il va lui dire mon Dieu, mais je suis fou, et il la supplie de ne pas le dénoncer. Il lui invoque les traitements de son lymphome lui font perdre la tête, qui lui donnent des accès de folie, et voilà, que il a plus de sous de sa tête en ce moment, c'est compliqué, quoi. Donc du coup voilà, quoi, il la raccompagne chez elle vivante. C'est un lâche, du coup. Enfin, c'est un lâche dans le sens où... Il a fini son boulot, quoi, merde. Non, mais dès lors qu'il y a une résistance ou une présence frontale face à lui, il va pas au bout du truc. Donc il la laisse chez elle et il rentre chez lui, du côté de la Suisse. Hein. Il roule toute la nuit, il arrive vers 9h du matin le dimanche 10. Il s'enferme chez lui, toujours avec les corps de sa famille en haut, dans les chambres. Il passe la journée à regarder la télé. À 22h, Jean-Claude Roman répand de l'essence dans l'ensemble de la maison, grenier, lit des enfants et de sa femme. À 4h du matin, il avale des barbituriques périmés et déclenche l'incendie pile au moment du passage des éboueurs qui avertissent tout de suite les pompiers. Oui. Il est brillant et pas fin en même temps, quand même. Hein. Oui, je voulais me tenter de me suicider, juste au moment où, tu vois... Alors qu'il aurait gobé ses barbituriques dès le départ, ça aurait... Juste pour information, pour ceux qui ne connaissent pas trop, qu'est-ce que c'est des barbituriques? Ce sont des dépresseurs... Tu remarques que j'ai même pas proposé. J'ai senti que tu avais envie. T'as lu la phrase d'après, c'est pour ça. Oui, j'ai lu. Ce sont des dépresseurs du système nerveux central. Donc le système nerveux central contient la majeure partie du système nerveux. Il intègre les informations qu'il reçoit et coordonne ses signaux centraux pour influer sur l'activité de toutes les parties du corps.
Donc, ces barbituriques, ils auront un effet de ralentissement de l'activité du système nerveux central, réduisant l'activité fonctionnelle et la coordination motrice. Ils auront donc comme effet de la sédation à l'anesthésie, et ils sont aussi utilisés pour leurs effets anticonvulsivants. Oui, clairement. Ouais. On sait plus trop utiliser aujourd'hui quand même. Alors, c'est des médicaments de deuxième intention, et on les utilise plus, notamment parce que c'est des médicaments à, comme on appelle ça, marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire qu'entre la dose thérapeutique et la dose toxique, il n'y a pas beaucoup de marge, et on évite à pouvoir atteindre des zones qui sont risquées au niveau de la, et que surtout c'est des vieux médicaments, les barbituriques. Je crois que ça a été développé fin du 19e siècle pour les tout premiers, et je pense que le phénobarbital il doit dater de, je pense, 1910, quelque chose comme ça. Donc c'est des vieux médicaments qui ont longtemps été utilisés et qui ont été supplantés par les benzodiazépines, qui ont pour le coup une plus grande facilité d'emploi. Tout à fait, ouais. Et notamment cette marge thérapeutique qui est beaucoup moins étroite, et avec beaucoup moins de risques de surdosage ou de toxicité aiguë. On en avait dans la pharmacie en réa. Ah bah c'est sûr, ouais. J'en ai utilisé. Du phénobarbital. J'ai peut-être dû en utiliser une ou deux fois, mais après on avait les médecins qui... Tu sais, à l'époque, c'était le chef de service, il était... Bah là, il avait un certain âge, on va dire. On en discute beaucoup en ce moment avec la fin de vie, l'euthanasie, etc. Parce qu'en fait, concrètement, ceux qui veulent le suicide assisté ou l'euthanasie, le produit qui est le produit phare dans ça, c'est le phénobarbital, qui est un des barbituriques de choix. Ouais. Donc c'est des médicaments qui sont très efficaces pour se suicider, si tant est que... Bon bah du coup j'allais le dire. Pardon. Non, mais t'excuses pas, t'expliques sûrement bien mieux que moi. La dose, à un certain point, la dose devient létale par effet de coma, et le décès est entraîné généralement par une dépression et une dépression respiratoire. Ouais. Donc une dépression, c'est quand on ralentit. C'est pas quelqu'un qui fait une dépression, c'est une dépression du système respiratoire, et un arrêt respiratoire si on n'a pas une prise en charge médicale rapide. Donc lui, il y a les pompiers qui vont arriver très vite, donc du coup, il n'y aura pas ce problème. Donc ce lundi 11 janvier, donc là on est sur tout le week-end en fait, du coup. Les pompiers arrivent au bout de 10 minutes. Lorsqu'ils arrivent, le feu a déjà atteint la toiture. Ils entrent avec une lance à eau par une fenêtre entrouverte à l'étage. Le pompier qui rentre par cette fenêtre voit alors une forme qui réagit à l'eau de la lance qui lui tombe dessus. Monsieur Roman, il est inconscient mais respire encore. Il est évacué vers l'hôpital le plus proche en état critique et passe en coma. Sa femme est découverte dans la foulée, le crâne fracassé. Sauf que les pompiers à ce moment-là, ils pensent pas forcément à un meurtre, puisque en fait, comme il y a les gros débris qui suite à l'incendie, la toiture était déjà tombée en fait. Donc ils pensent à ça au début. Puis il y a la découverte des enfants. Donc voilà, et les enfants étaient partiellement brûlés. Ils n'avaient pas eu le temps complètement de brûler vu que ça faisait que 10 minutes que ça avait débuté. La famille de Florence Crollet, donc son épouse, est immédiatement prévenue. Pour les parents de Jean-Claude Roman, ils vont prendre un peu plus de temps pour les prévenir. Ils vont chercher de la famille de Jean-Claude Roman qui habite dans cette zone d'habitation. Parce qu'eux, ils habitent plus loin, ils habitent à 1h30 de route, je vous rappelle. Et ils voulaient pas annoncer brutalement comme ça parce qu'elle était cardiaque, la maman. Donc, ils voulaient pas annoncer que son fils est entre la vie et la mort et tout. Donc voilà. Donc ils voulaient que ça soit la famille qui s'en occupe. Cette famille-là ira devant chez ses parents. Les parents ne répondent pas. La police les autorise à fracturer la porte et ils font la macabre découverte. Jean-Claude restera plusieurs jours dans le coma avant de se réveiller. Pendant ce temps, au vu des multiples découvertes macabres, une enquête jusqu'à son réveil va être minutieusement menée car il est évident que c'est lui le premier coupable. Tout est assez facilement trouvé. L'enquête au domicile et de l'environnement, par exemple dans sa BMW qui était louée, les enquêteurs tombent sur un message écrit par lui qui dit « Un banal accident et une injustice peuvent provoquer la folie. Pardon ». C'est un mot pas banal pour le coup, qui veut tout et rien dire. C'est ça. Ensuite, l'enquête financière, à ce moment-là, tous les comptes de sa femme, de ses parents sont vides. Il trouve chez les parents une lettre datant de la fin de 92 de la banque de leur fils
qui disait que son fils était à découvert de 40 000 francs. Donc ils ont reçu ça chez eux, ils ont ouvert la lettre, ils ont vu 40 000 francs de négatif. Ses parents, alors je pense que ça vient de lui, de son témoignage, hein, c'est pour ça, mais c'est après que ils l'ont su. Les parents vont lui demander ce que c'est, et lui il va simplement dire non c'est rien, c'est une erreur de la banque, vous inquiétez pas, papa et maman, tout va bien se passer. Donc il semblerait que les parents étaient au courant quand même assez, entre 92 et début 93, ils étaient au courant. Oui, ils ont pu commencer à avoir des doutes, mais en fait a priori ils pouvaient pas s'imaginer tout ce qu'il y avait derrière. Non. Et c'est qu'à posteriori, tu reconstitues le puzzle et tu te dis, bah bien sûr, c'était évident. Et en cette fin d'année 92, là, il y a tout il est acculé de partout, quoi. Enfin, il y a sa femme qui a des doutes, il le sent. Il a ses parents qui sont au courant. Il y a son beau-père qui, non, son beau-père, il était mort déjà. Je suis bête. Il y a sa maîtresse qui lui demande. Son beau-père avait commencé à lui demander de l'argent. Tout à fait, ouais. Et il l'a poussé dans les escaliers. Et c'est sa maîtresse qui lui demande un remboursement. Donc là, il commence l'étau à se resserré, donc du coup c'est là qu'il a fait ce qu'il a fait le 9 janvier, tous ces meurtres. Donc la police découvre tout ça, tous les investissements, les demandes d'investissement, ils vont interroger les amis, la famille, tous les emprunts, découvrent le compte en Suisse qui n'a que 500 francs bien sûr. Ensuite l'enquête de la situation professionnelle, il réalise très facilement qu'il n'est pas employé là où il dit être travaillé, c'est-à-dire qu'il travaille pas à l'OMS, il travaille pas à l'INSERM, il travaille pas à la fac de Dijon et de Besançon. Ça se trouve, c'était un espion. Alors tu sais qu'à un moment donné, sa femme, elle l'a dit, parce qu'il disait jamais ce qu'il faisait en fait. Ouais. Il survolait, il disait du gros, mais pas du détail. Et sa femme, un jour, elle l'a dit, ça se trouve, mon mari, c'est un espion. Voilà. Donc l'enquête de l'entourage, plutôt amicale, ses amis, et tout particulièrement son ami de Paris, sont appelés. Et là, en fait, son ami de Paris, donc la maîtresse, hein, quand il l'appelle, très rapidement après la découverte, elle s'effondre en larmes au téléphone, apparemment. Parce qu'elle n'était pas allée prévenir la police juste après. Non, elle avait respecté ce qu'il lui avait demandé. Il lui avait demandé. C'est fou, ça, que les gens... raconte toute l'histoire de la tentative d'assassinat sur sa propre personne et les demandes de remboursement, enfin toute l'histoire, quoi. Elle raconte toute l'histoire la concernant. Donc la police, là, et tous les proches, ils découvrent que cet homme, un notable, connu pour son sérieux, son honnêteté, sa gentillesse, son empathie, est un menteur depuis 18 ans. À son réveil, premier interrogatoire en chambre, sa première déclaration, ça sera qu'un homme habillé en noir s'est faufilé, a massacré toute sa famille sous ses yeux et qu'il est parti. Une fois qu'il lui parle de ses parents qui ont été retrouvés morts, il fait semblant de découvrir leur mort, allant jusqu'à dire que lui, en tant que bon chrétien, en respectant le 6e commandement de la table des lois de Dieu, tu ne tueras point, il n'a pas pu faire cela. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. C'est interdit, donc on ne fait pas. Il le laisse et reviennent une seconde fois pour l'interroger. De là, il commence à parler de la vérité. Son témoignage d'un homme habillé de noir, il ne la garde pas très longtemps, en s'apercevant que l'enquête menée en amont est déjà bien complète et qu'ils savent déjà beaucoup de choses sur ses mensonges. Les aveux sont difficiles, puisque dans un milieu hospitalier, entrecoupé par des soins infirmiers réguliers, nécessitant à chaque fois, dès qu'on fait des soins infirmiers, en tant qu'infirmière, on fait sortir les gens. Oui, c'est naturel. Oui, mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Il y a des gens qui voudraient rester, mais non. Oui, non, c'est sûr, mais... Bref, l'interrogatoire sera donc très très long, avec des réponses non spontanées. Il prend toujours un temps de réflexion hyper important avant de répondre et surtout, il reste de marbre. Il aura une absence d'émotion totale à l'évocation de sa famille morte tout le long de son interrogatoire, laissant aux interrogateurs une impression d'un homme froid, mythomane et insensible aux actes qu'il a commis. D'ailleurs, il y a le magistrat dans le Faites entrer l'accusé sur Jean-Claude Roman, que je vous conseille d'aller voir, qui est très 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 intéressant, qui dira que il a été hyper surpris parce qu'ils ont montré un dessin qu'il y avait sur le frigo de sa fille, d'une famille unie, et qui disait « Papa, je t'aime ». Ah oui. Et à l'évocation de ce dessin, aucune réaction. Et le magistrat, il était très très surpris en fait de ce manque d'émotion totale, quoi. Ah, il les avait déshumanisés. Ah oui, complètement. Bon, au final, il avouera tout quand même, difficilement, mais il va avouer que c'est lui le meurtrier, quoi. Mais il explique pas vraiment pourquoi il a fait ça. Dans la foulée, bien sûr, une expertise psychiatrique doit être demandée pour savoir s'il est responsable de ses actes au moment des faits, comme d'habitude. Je vais pas vous faire durer le suspense, il n'y aura pas de problème par rapport à ça, il n'y a pas de non-lieu psychiatrique ici.
C'est un, entre guillemets, Tu vas demi-fou. pas nous faire 2 fois le coup après Romain Dupuis, c'est ça. C'est un demi-fou selon certains articles de journaux. Les experts psychiatriques diront de lui qu'il est narcissique et qu'au moment des faits, il était dans un état de rage narcissique ou de béance narcissique, c'est la même chose, et qu'il est mythomane, dans le sens le plus scientifique du terme, bien sûr. Bah oui. Qu'est-ce que le narcissisme ? Narcissisme, je pense que beaucoup de gens savent ce que c'est, bien sûr. Mais selon la science, c'est un trouble de la personnalité marqué par un besoin excessif d'admiration, une tendance à la manipulation et un manque d'empathie, un sentiment de supériorité et une propension au mensonge afin de préserver une image idéalisée de soi. Le sujet narcissique recherche une gratification en lui-même et s'attache peu au jugement des autres, et est très focalisé sur les problèmes d'adéquation personnelle, de puissance et de prestige. Ce n'est pas répertorié comme une pathologie, mais comme un trouble de la personnalité. Commentaire ? Non. Alors, là, je vous ai parlé aussi de rage narcissique au moment des faits. Donc, c'est un terme qui a été inventé par Heinz Kohut. Désolée. J'aurais dit Kohut, ouais, comme Kohut. À l'allemande. En 1972, et c'est une réaction à une blessure narcissique perçue comme menaçant l'estime de soi. La blessure narcissique se produit quand un narcissique estime que son vrai moi a été révélé. Ici, Roman était quasi découvert. La rage narcissique se produit selon un continuum allant de simples prises de distance à l'expression d'irritation ou de gêne légère, jusqu'à des explosions graves, y compris des attaques violentes, voire meurtrières. On est dans la définition. Ouais, pour ce sujet. Ça colle pas mal avec ce qu'il a fait, ouais, effectivement. Et enfin, la mythomanie, selon la science, elle n'est pas considérée comme une pathologie à part entière, mais comme un simple, entre guillemets bien sûr, trouble de la personnalité caractéristique de chaque individu, toujours selon les classifications internationales CIM-10, là, tu sais, c'était pareil pour le narcissisme. Elle a été décrite en 1905 par l'aliéniste Ernst Dupré, qui lui-même l'avait repris du psychiatre Anton Delbruck, pour, entre autres, décrire un des traits de l'hystérie. Il la décrivait comme suit: tendance constitutionnelle présentée par certains sujets à altérer la vérité, à mentir, à imaginer des histoires, et enfin à imiter des états organiques anormaux. Ces deux troubles ne sont donc pas des pathologies, mais bien des troubles de la personnalité. Donc, il était responsable de ses actes, et pas, il n'avait pas de pathologie particulière. Lors des auditions pour l'expertise psychiatrique, il va dire au psychiatre: « J'ai tué tout ce que j'aime, mais je peux enfin être moi. » Bah oui. C'est horrible. C'est horrible, quoi. Mais en même temps, ça résume bien l'histoire et son parcours, finalement. Il s'est monté un monde, il a fallu qu'il détruise ce monde pour pouvoir... Pour pas être découvert. Valait mieux tuer les gens plutôt que d'être découvert. Ouais. Oui, parce que valait mieux tuer un monde qui n'était pas lui que tuer lui, en fait. C'est ça. Bah d'ailleurs, on va en reparler tout à l'heure. Mm-hmm. Son procès, il sera en 1996. L'expertise psychiatrique, je crois qu'elle était vers 95, il me semble. Son procès se tiendra fin juin 96 et durera 6 jours à Bourg-en-Bresse. Il sera quasiment muet tout le long de son procès quant à ses intentions. Premier jour, ça sera pour les faits. Second jour, ça sera pour les explications de ce qu'il faisait de ses journées seul, pendant qu'il travaillait, entre guillemets. Il s'évoque comme un homme seul. Il a une vie vide de sens. Parfois, il partait en voyage avec sa maîtresse, 2 voyages en particulier, en disant bien sûr qu'il partait en coloc. Il avait des activités associatives et même des activités intimes. Alors apparemment, de ce que j'ai lu, il y a la juge, enfin une des personnes du tribunal en tout cas, qui a dit oui, vous vous renseignez sur la science, machin et tout, mais bon, on a quand même retrouvé plein de cassettes vidéo porno, enfin que des trucs comme ça, quoi, plein de choses sur... Ça reste une leçon d'anatomie particulière. Oui, tout à fait. C'est vrai. Il s'occupait aussi beaucoup... Peut-être c'était son kink de regarder des trucs à base d'infirmières. Pour apprendre comme ça, mais tout à fait. Tout ça, c'est jamais. On sait jamais. Il s'occupait beaucoup de la vie scolaire de ses enfants, il allait à la bibliothèque, apprenait pour être à la hauteur. Il était malgré tout bien occupé, mais seul. 3e, 4e et 5e jour, ça sera pour la recherche du pourquoi sans vraiment de réponse. Il donnera jamais de réponse réelle, enfin des petits bouts comme ça, mais rien
pour expliquer, quoi. Mais il pleure beaucoup. Presque, il y a même presque de l'empathie de la part des policiers qui l'entouraient, parce qu'il y en a un qui lui a tapoté l'épaule en essayant de, tu vois, ça va aller, enfin, tu vois. Ouais. Et il dit que tout est flou pour lui, en fait. Donc, voilà. Il a occulté ce qui s'est passé. Moi qui ai professionnellement appris à gérer mon empathie. Pardon. Non, mais en vrai, c'est Oui, le ah cas. bah oui. Clairement, j'aurais pas investi une once d'empathie sur ce genre de personnage. Là, c'est... Voilà. Déjà que t'as du mal avec ta propre famille, alors... Non, mais mon empathie, je la gère, en fait. Oui. J'ai appris à le faire. Oui. Mais c'est vrai que là, j'aurais eu du mal avec ça. Oui. Oui, ça t'aurait fait ni chaud ni froid. Ah. Ouais. Plutôt froid. Ouais, plutôt très froid. Ah. Donc du coup, comme je vous ai dit, à un moment donné, pendant que je vous racontais l'histoire, il dira jusqu'au bout que quand il préparait le matériel, c'était pour lui, pour se suicider et révéler ses mensonges à tous. Alors que bon, il y a quasiment tout le monde pense que non, en fait, il comptait pas se suicider du tout. Surtout quand tu vois qu'il a appelé à 4 heures du matin et qu'il a envoyé le feu à 4 heures quand les éboueurs passaient. À tous les coups, même il regardait par la fenêtre, tu sais. Bon, bref. Il dira aussi pendant qu'il parle, pendant qu'il est interrogé, il n'y a aucun pourquoi qui soit admissible. Donc du coup, ça explique de ne pas expliquer, quoi. Ça n'a pas de sens, je trouve. C'est assez frustrant, je pense, quand t'es pour le reste de la famille, pour la cour, pour tout le monde. Ah bah avec ce genre de réponse, c'est complètement frustrant, oui. Va y avoir beaucoup de témoins, les beaux-frères, les oncles, pas mal de monde. Et la maîtresse aussi, qui était censée venir, mais elle s'est fait porter pâle apparemment, elle est jamais venue pour témoigner contre lui. Sa belle-mère aussi est venue, elle a beaucoup pleuré. Et enfin, les 3 experts psychiatres qui ont fait son expertise diront que Jean-Claude Roman n'était pas en état de démence au moment des faits, ni même atteint de troubles majeurs, il n'était pas non plus malade, entre guillemets. Et ils vont dire on ne peut pas plaquer une logique rationnelle à ce qui n'a été qu'une logique de fuite. L'irrationnel, c'est différent de la folie. C'est vrai. C'est vrai. C'était pas rationnel, mais c'était pas de la folie. La folie non plus, ouais. Le 6e jour sera pour le verdict. 4 heures de réquisitoire par l'avocat général Jean-Olivier Vioud, qui sera bien sûr à fond les ballons à charge. Bah oui. C'est son boulot. C'est son boulot, ouais. Les avocats de Roman auront moins de temps, 2 heures pour plaider sa cause. Remonter loin dans le temps pour expliquer ce destin dramatique forgé dans l'indifférence, ce destin entré dans un labyrinthe de mensonges en 1975. Un de ses avocats, maître Jean-Louis Abad, dira « Bien sûr, Jean-Claude Roman avait la possibilité de parler, mais parler, ça s'apprend. Il n'a pas appris. » Ouais. Donc c'est de la faute des autres, en fait. Non, mais c'est encore ça, oui. Toujours. Et enfin, quelques minutes pour Jean-Claude Roman, qui aura le droit à une dernière fois pour s'exprimer à la barre. Il dira « Vous connaissez tout du secret du cœur et des larmes. Pardon de ne pas avoir supporté l'idée de vous faire souffrir par ma propre mort. » Encore une fois, un coup de narcissisme. Mais complètement, quoi. Là, il se remet au centre du jeu en disant « Je suis la personne la plus importante et si j'étais mort, vous auriez souffert et désolé de pas vous avoir fait ça. » C'est ça, c'est horrible. Le verdict va tomber dans la nuit, coupable. Ouais, bon. Pas trop de surprise quand même. Hein. On en veut relativement souvent à la justice, mais... Ouais, voilà. Réclusion à perpétuité assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Il purgera sa peine à la maison centrale de Saint-Maur, dans l'Indre, à environ 2h45 de Paris. Alors pour ceux qui ne savent pas, parce que c'est quand même... voilà. C'est à côté de Châteauroux, au milieu ouest de la France. Oui, parce que Châteauroux, c'est pas non plus le truc qu'on connaît le plus. Hein. Bah, déjà, pour un Français, tout le monde ne connaît pas forcément. En fait, t'as Paris, Châteauroux et Paris-Orléans, Châteauroux. Quoi. Ah, je vois. Moi, je vois bien, mais bah oui. Vrai que... Bah nous, on y est passé assez souvent aussi. Oui, hein, donc c'est vrai. Donc voilà, vous tracez, vous coupez la France en deux, là, et puis vous regardez, c'est à l'ouest, quoi. C'est entre l'ouest et l'Atlantique, à peu près. Du coup, donc à Saint-Maur. À Saint-Maur, oui, pardon. Il va à la maison centrale de Saint-Maur, qui est une prison, du coup. Il reste pas inactif dans la prison, puisqu'apparemment il va soigner ses co-détenus. Mais soigner? Bon, soigner façon
façon, ah, bah, tu t'es fait une égratignure, mais de la biceptine, j'en sais rien, hein, j'ai pas les détails. Hein. Mais il soignera, moi j'ai vu il soigne ses co-détenus, donc peut-être qu'il fait des conseils Viens médicaux. voir le docteur. C'était qui chantait ça déjà? C'est Doc Gynéco. Doc Gynéco, ouais, c'est ça. Ouais, on a les références qu'on peut. Et il va aussi avoir un autre métier qui sera de restaurer des images de l'INA, Institut National de l'audiovisuel. De l'audiovisuel pour les étrangers. Aujourd'hui, ce qui a fait qu'on a reparlé de lui récemment, c'est qu'il a fait une demande de libération conditionnelle. Faut savoir qu'il était libérable depuis 2015, du coup. Et en septembre 2018, il fera cette demande de libération qui va être rejetée en janvier 2019, car les éléments du projet présenté et de sa personnalité ne permettent pas d'assurer un juste équilibre entre le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et de la réinsertion du condamné. C'est le 25 avril 2019 que sa demande est acceptée auprès du tribunal de Bourges. Moi, je trouve ça hallucinant, quoi. 4 mois seulement après, qu'est-ce qui a changé vraiment, quoi? Juste le tribunal a changé, en fait. Et ouais. Bon, bref. Il sortira le 28 juin 2019 après 26 ans de prison. Il devra être sous surveillance de bracelet électronique pendant 2 ans, soumis pour une durée de 10 ans à des mesures d'assistance et de contrôle et une interdiction totale de parler de ses crimes. Donc il n'a le droit d'en parler à personne. Même pas aux médias, personne, que dalle. Il n'a même pas le droit de vendre son histoire à Netflix. Il peut pas vendre son histoire à Netflix. D'ailleurs, cette interdiction totale de parler de ses crimes va mettre beaucoup en colère son beau-frère, son ex-beau-frère du coup, parce qu'en fait il attendait beaucoup de sa sortie pour justement des interviews avec des médias pour pouvoir expliquer ses gestes en fait. Ouais, d'ailleurs j'ai écouté un des... Rien ne l'empêche d'en parler en privé. Il a une interdiction de les voir. Oui, bon, d'accord. Non, parce que je veux dire par là, c'est la parole publique surtout qui est interdite. Le fait d'en parler en privé... Oui, non, mais bien sûr. Mais après, bon, je pense pas qu'il veuille en parler, parce qu'il en parlait sans en parler. En fait, il y a un des podcasts que j'ai écouté sur le sujet, qui était pas très long, mais c'était RTL aussi, je crois. Et en fait, si tu... Oui, c'était ça, l'heure du crime. Ils avaient invité un ancien détenu, réhabilité dans la société qui a purgé sa peine comme il fallait. Enfin voilà quoi, il est sorti et il travaille. Je me souviens plus. Bon bref, il aide voilà les autres. Et il a été invité parce qu'il a été co-détenu avec lui pendant 2 ans. Il était voisin de cellule. Enfin ils étaient en face. Et il disait que très souvent c'était extrêmement bizarre parce qu'en fait il disait oui avec Florence et les enfants on partait au ski là machin. C'est comme si et il parlait, mais il parlait pas des meurtres en eux-mêmes, quoi. Il disait pas pourquoi, enfin voilà. Et puis il fallait toujours qu'ils se portent en premier, qu'ils disent les choses bien, enfin tu vois, qu'ils fassent les choses bien, tu vois. Je vois. Donc voilà. À l'issue de la période probatoire, il devra s'établir en un lieu autorisé par l'autorité judiciaire, s'abstenir d'entrer en relation avec les victimes et les parties civiles, et aura interdiction de se rendre dans les régions Île-de-France, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Ouais, ce qui t'interdit quand même presque une moitié de la France. Elle est un grand quart de la France, quoi. Ouais. Donc du coup, il a choisi son lieu de conditionnel, qui a été autorisé par la justice. Il va aller à l'abbaye de Notre-Dame de Fongombo, dans l'Indre, chez des moines bénédictins, jusqu'en juin 2021, à la fin de sa période conditionnelle. Depuis 2022, il est sorti de l'abbaye et s'est installé dans un village de la région. Il doit prévenir de tout changement de résidence ou de déplacement de plus de 15 jours. Il a toujours l'interdiction de contacter les victimes, parler de ses crimes, d'apparaître dans les médias ou d'aller dans les régions mentionnées avant. On pourra pas l'inviter sur le podcast alors. Non, ça va pas être possible. Il a une petite retraite aussi de moins de 900 € grâce à son travail de restauration des images de l'INA en prison. Et voilà. Oh. Quelque chose à dire ? Ça finit presque trop bien pour lui. Ouais. C'est un peu frustrant pour les victimes et pour ce qu'il a fait. Pour ce qu'il a commis, ouais, complètement. C'est compliqué quand même. Ouais. Donc cette histoire est finie, mais je voulais vous faire encore un petit nota bene. Puisqu'en fait, dans le teasing d'avant aussi, je vous avais parlé d'uxoricide. Et donc je voulais vous expliquer un peu ce mot. Donc je vous avais parlé de... Périocide. Hein ?
T'avais dit thériocide. Thériocide, parricide, j'avais dit ça, je crois, c'est tout. Rouleau à pâtisserie aussi. Uxoricide, thériocide, imposteur, rouleau à pâtisserie, j'avais dit. Donc du coup, je voulais parler un petit peu de ce mot parce qu'il a un peu une signification un peu particulière. Il a une histoire en fait, ce mot. Le mot uxoricide, là, Ouais. pour le coup. Oui, tout à fait. Selon le dictionnaire, le petit Robert aujourd'hui donne la définition suivante. Meurtre d'une femme, d'une fille en raison de son sexe. Une autre définition associée, selon la langue française.com, c'est un mot qui vient du latin uxor pour épouse et cide de, tu vas bien m'aider, caedere. Ah oui, c'est caedere, pardon. Caedere pour couper, tuer. Donc c'est un acte par lequel un époux tue sa femme. On reste bien dans le thème puisque ici c'est bien le cas, sauf que ce mot a une histoire spécifique. Alors on va partir sur une dame. La doctorante en sciences politiques à l'École normale supérieure de Lyon au sein du laboratoire Triangle, Margot Giacinti, nous explique dans un article du Figaro du 3 septembre 2019 que, à l'époque romaine, sous Auguste, ce terme désignait dans la loi comme étant le droit pour un époux de tuer son épouse s'il y a une suspicion, puis un flagrant délit de tromperie. Le mari, lui, a le droit de tromper, donc il n'a pas besoin d'être tué. Entendu. Donc il y a un terme dans la loi pour dire que t'as trompé ton mari, donc t'es tué, et ça sera luxoricide, c'est autorisé. D'accord. C'est une sorte de possession pleine et entière de l'épouse et ouais. Bah la femme est un objet en fait, c'est un meuble. Droit de vie et de mort. Ouais. L'adultère est perçu comme une violation du droit marital. Bah oui. Ça l'a été longtemps, même en France. Hein. Oui, bah on y vient. Au XVIIIe siècle, ce terme d'uxoricide est aussi mentionné dans les archives criminelles de l'Ancien Régime. Lors de la Révolution française, il y a un petit changement. La responsabilité pénale est basée sur la raison et non plus sur la passion. Ce terme n'existe plus donc dans le premier code pénal de 1791, mais est discuté en crime de conjugicide. Donc il est discuté dans ce code pénal pour bien le définir pour le deuxième code pénal de 1810. Ce mot devient alors le conjugicide, meurtre du conjoint ou de la conjointe. On n'est plus sûr que de la femme, enfin que sur le crime d'une femme. Il ne sera finalement pas mis dans le second code pénal. Sous Napoléon, l'uxoricide n'est plus employé, mais l'article 324 du code pénal de 1810 permet à nouveau à l'époux de tuer l'épouse si cette dernière est prise en flagrant délit d'adultère. On revient toujours aux bonnes habitudes, hein, mine de rien. Oui, c'est ça. Contrairement, on y reviendra s'il le faut, hein. Mais je suis sûre que ça va revenir, hein. Mais aujourd'hui, on parle de féminicide maintenant. Ah ben justement. Ah pardon. Contrairement au terme de féminicide, ce terme est plus restreint. Le terme de féminicide, lui, a un sens plus large de meurtre d'une femme à cause de son sexe de femme. Est apparu bien plus tard, en 1976, au Tribunal international des crimes contre les femmes, à Bruxelles, pour un groupement de femmes qui voulaient parler de violences faites aux femmes. Par les échanges qu'elles ont eus à ce tribunal, elles vont déboucher à la conclusion que dans un très grand nombre de sociétés, des femmes sont tuées parce qu'elles sont des femmes. Elles décideront du terme de féminicide pour désigner ce fait social. Et pour un petit info, c'est Simone de Beauvoir qui écrira le discours d'ouverture du tribunal international. On a un mot qui devient donc politique, plus politique que littéraire. Pour notre histoire ici, on sera plutôt sur le terme d'uxoricide, même s'il y a quand même une composante féminicide, puisqu'il y avait ce côté de tout gérer l'argent, mais c'était pour cacher ses mensonges, quoi, après. Donc, du coup, meurtre d'une femme par son mari, et pas plus non plus, quoi. C'est pas vraiment son statut de femme qui fait que Florence a été tuée, mais plutôt parce qu'il supportait pas de dire la vérité et de décevoir son entourage. Et pour les enfants, qu'est-ce qu'on utilise comme terme, comme mot, à ton avis ? Infanticide. Alors oui, on a plusieurs mots pour les enfants. On a l'infanticide qui est en général utilisé par tout le commun. Tout le monde utilise le mot et le connaît. Mais en fait, ça devrait être utilisé pour le meurtre d'un nouveau-né. Dans le cas de Caroline et Antoine, nous aurions pu utiliser aussi le terme de filicide, qui vient du latin filius et filia. Filius, ouais, pardon. J'ai pas fait de latin. Et c'est le meurtre par un parent de son propre enfant. Et il peut aussi également désigner le meurtrier. Et un petit dernier terme pour la route, le néonaticide, qui désigne l'homicide d'un enfant né depuis moins de 24 heures. Ok. Voilà, j'ai fini. Ça, c'est Véronique Courgeot et ses nouveau-nés dans le congélateur. Oui. Mais c'est une autre histoire. Oui.
Et qui pour le coup ne sera pas traité sur Medicine City parce que... Tout à fait. Mais il y en a plein d'autres il y en a déjà qui l'ont déjà et qui ont sûrement dû la traiter cette histoire. Oui, il y a pas de, c'est une histoire assez classique effectivement. Moi, j'espère à tous que ça vous aura plu en tout cas. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé traiter cette affaire. J'ai trouvé très, alors pas sympa, mais. J'ai réappris des trucs parce que j'avais vraiment pas tous les détails en tête. Notamment tout son parcours. Alors je concevais qu'il y avait tout un parcours de mensonges et d'arrangement de la vérité. Enfin, j'avais relativement ça en tête, mais pas du tout de façon précise. Je pensais, j'avais occulté le fait qu'il n'y avait pas que ses proches immédiats, enfants et épouses, qui avaient été tués. Voilà, je pensais pas à ses parents, je pensais pas à son beau-père, par exemple. La tentative d'assassinat aussi. Ouais. J'imaginais pas ça. Et en fait, au niveau du portrait moral et psychologique, je le voyais pas non plus comme ça. Alors, quand tu vois les photos de lui, il a une bonne tête de père de famille. Enfin, vraiment, oui, je vois la photo. Tu lui donnes, enfin, vraiment, aucune méfiance, quoi. Mais vraiment, Ça a fait l'objet d'un film aussi. Ah oui, tout à fait, je voulais en parler. Alors, on en fera peut-être, on a dit qu'on se le regarderait, on en fera peut-être un petit after show. Ouais. Tout à fait. C'est avec Daniel Auteuil, c'est ça? Oui, tout à fait. Ça s'appelle L'Adversaire. Ouais, L'Adversaire. Et on en parlera dans un after show pour. Ouais, mais il a l'air très sympa ce film d'ailleurs. Non, il y a eu beaucoup d'adaptation. Il a beaucoup inspiré de films. Parce que donc il y a L'Adversaire qui date de 2002, mais il y avait aussi un autre film qui est une adaptation plutôt très libre qui s'appelle L'Emploi du temps, qui date de 2001 de Laurent Canté. Il est un peu moins connu. Moi je l'ai pas entendu parler de celui-là. Ça reprend surtout le thème de l'imposture et moins le côté criminel de l'affaire. Donc là on a L'Adversaire. Faut juste qu'on le trouve, quoi, c'est tout. On a aussi en 2002 La vida de Nadi, qui est un film espagnol d'Edouard Cortés et qui s'inspire beaucoup de cette histoire. Ensuite, on a tout un tas de documentaires, il y en a pléthore. Vraiment, tapez sur Internet, vous allez avoir pléthore de documentaires. Classiques. Mais les plus gros, c'est Faites entrer l'accusé. On a aussi Au bout de l'enquête, La fin du crime parfait, qui date de 2023, parce que du coup, ils étaient revenus sur... Et alors que Faites entrer l'accusé, il est de 2006 quand même. Donc, Et le premier, c'est Le roman d'un menteur de Gilles Cayette. Et ça dure 81 minutes et c'est en fait des témoignages de toutes les personnes qui l'ont connu. Donc voilà, en plus on a des... Alors c'est assez amusant parce que du coup j'ai vu qu'il y avait New York section criminelle qui s'était inspiré aussi de ce fait divers pour un des épisodes. C'est marrant parce que cette série, elle a repris quelques faits divers et avec ou français ou avec des Français. Je sais qu'à l'époque, il y avait eu par exemple l'affaire DSK qui avait été reprise aussi dans New York section criminelle. Alors si vous voulez aller le voir, c'est toujours en disant que c'est pas inspiré de faits réels, mais c'est très inspiré de faits réels quand même. C'est ça. Donc c'est l'épisode de la saison 1, épisode 7, ou Fantôme. Et en français, le titre français, c'est L'homme qui n'existait plus, pour ceux que ça intéresse. Là, ça sera pas un médecin de l'OMS, mais de l'ONU. Le théâtre aussi, il y en a 2. L'Adversaire a été mis en pièce de théâtre. En pièce de théâtre, sachant qu'il faut savoir que L'Adversaire, qui est le film, vient d'un livre. C'est un livre à la base, puis après c'est devenu un film. Parce qu'en fait, le livre a eu un succès énorme. Donc il y a des émissions radio, des podcasts, et aussi de la musique. La chanson Comme au cinéma, qui a été interprétée par Éric Arnaud, est inspirée de cette affaire aussi. Donc voilà. Je connais pas du tout. Moi non plus. Je suis même pas allée écouter. Mais bon, j'ai l'information. Enfin, ça a beaucoup inspiré en fait. Je pense que cette vie de mensonge pendant 20 ans presque, et cette capacité de froideur et de comment t'as dit tout à l'heure? Pas la froideur, de détachement. De détachement vis-à-vis de sa propre famille,
qu'il semblait aimer sincèrement, quoi. Mm. Je pense que ça a inspiré beaucoup de gens, quoi. Ouais, sans doute. Parce que c'est toujours très surprenant de voir un père ou une mère qui tue ses propres enfants, quoi, tuer sa femme. C'est des choses sur lesquelles on est habitué maintenant. Enfin, on a toujours été habitué. On sait que les hommes tuent les femmes. Je sais, les femmes tuent les hommes aussi, mais bon, voilà. Bref, on n'est pas sur le sujet. Mais un homme qui tue ses propres enfants, c'est horrible, quoi. Et c'est pour ça que en t'entendant discuter de ça, il y a pas mal de moments où j'ai repensé à Guy Turcotte et son histoire qu'on traitera ici sur Medicine City pour le coup, l'affaire Turcotte, parce que lui il a tué ses enfants et que lui aussi il y a eu une sorte de froideur et de détachement sur comment on peut tuer ses enfants. Puis on parlera aussi d'autres à la fois des faussaires, à la fois des gens qui ont manipulé leur monde, qui ont trompé leur monde, etc. Et on a d'autres épisodes et d'autres moments où on va discuter de ce genre de personnages-là. C'est que lui, il regroupe un peu tout ça, et que ça renforce cette idée qu'il est un peu spécial dans tout ça, quoi. Ouais. Et que c'est après c'est pas la psychiatrie qui l'explique, quoi. C'est ça qui est formidable. Enfin, c'est pas formidable, mais c'est ça qui est impressionnant, c'est que ce mec est pas fou, quoi, en fait. Ouais. C'est froid, c'est raisonné, il y a de la raison là-dedans, quoi. Il y a un peu de psy, mais c'est pas le trait le plus important, quoi. Bon. Voilà, c'est fini. Eh ben écoute, merci Bloody Nurse, merci à tous d'être arrivés jusque-là. Merci pour vos retours, pour vos écoutes de tous nos épisodes. On a maintenant commence à avoir pas mal de petits retours, des retours bien sympas. Et ça nous fait chaud au cœur, surtout à Bloody Nurse, beaucoup plus. Oh, l'autre était super content là. Pensez Bloody copine, école d'infirmière. Liaison et Étienne. Pensez à vous abonner à nos plateformes. Nous sommes sur Spotify, Apple Podcast, Ocha et toutes les autres. N'hésitez pas à nous laisser des messages et des commentaires, ainsi qu'un max d'étoiles ou un bon rating sur les plateformes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. On est globalement Medicine City Podcast un peu partout. Vous mettez des points, des trucs en fonction d'eux. medicinecity.podcast par exemple sur Instagram ou medicine.city.pod sur TikTok. Au prochain épisode, c'est moi qui m'y colle. Et je vais vous parler d'un gourou qui avait de l'instinct. De l'instinct? De l'instinct. On aime les gourous. Ils sont toujours barrés, ceux-là. Voilà, notre premier gourou dans Medicine City, notre première secte, notre première d'une série qui va être assez longue parce qu'il y a quand même quelques-uns des gourous qui ont navigué dans le milieu médical, dans ou à côté de la sphère médicale et ou utiliser la médecine pour. C'est ça. Et là, on verra que il avait inventé quelque chose. J'ai hâte. Voilà. Donc merci à tous, restez connectés et méfiez-vous des couloirs sombres de la ville. À bientôt. À bientôt.